Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un élément important de l'écosystème crypto moderne, les monnaies stables, qui sont appelées stablecoins en anglais. À l'heure actuelle, il existe un grand nombre de monnaies stables, certaines centralisées et d'autres décentralisées. Pour les monnaies centralisées, le mécanisme est toujours plus ou moins le même, donc on commencera par celle-ci. Les monnaies stables décentralisées sont plus intéressantes, parce qu'elles ont souvent des mécanismes très originaux et ingénieux pour faire en sorte que le prix reste le même au fil du temps. Nous allons donc commencer par parler de quelques stablecoins centralisés de manière plus superficielle avant de se pencher sur quelques stablecoins décentralisés en les observant au cas par cas. Pour l'instant, la totalité des monnaies stables centralisées présentes sur le marché utilisent le même mécanisme. Une société décide de vendre contre d'autres actifs des jetons qu'elle a créés. Elle est ensuite censée stocker les actifs obtenus dans un coin pour pouvoir racheter ses propres jetons si son client veut les lui revendre. En l'occurrence, ces actifs sont presque toujours des monnaies fiduciaires. Autrement dit, ces sociétés vous proposent souvent de vous vendre un jeton pour un prix d'$1 et vous proposent ensuite de racheter votre jeton en échange d'$1. La première de ces crypto-monnaies à être apparue, c'est le Tether en novembre 2014. Nommée Realcoin à l'origine et imaginée en juillet 2014, cette crypto a été créée par une équipe dans laquelle se trouvait notamment Brock Pierce, aujourd'hui connu pour son projet EOS. Quelques mois après l'invention de Realcoin, c'est donc la société Tether Inc. qui a vu le jour et qui a commencé à imprimer ses jetons Tether, aussi appelés USDT. Depuis 2015, Brock Pierce n'a plus de lien officiel avec Tether, qui est la propriété de la société détentrice de la plateforme Bitfinex. Tether est donc une monnaie stable basée sur le dollar, qui a été créée pour être échangée contre ces dollars. Théoriquement, Tether Inc. devait donc conserver suffisamment d'argent pour acheter 100% des jetons Tether si leurs clients le demandent. Mais ça, c'était au début, et depuis, plusieurs scandales ont eu lieu. 850 millions de dollars ont disparu, Tether faisait affaire avec des personnages douteux, et la société était suspectée d'avoir joué un rôle majeur dans l'envolée du Bitcoin en 2017. En effet, il semblerait d'après certains que beaucoup de Tether aient été créés sans qu'il n'y ait de véritables dollars derrière pour les garantir. Une théorie qui semble difficile à contredire, puisque Tether avait publiquement admis en 2019 que ces jetons étaient uniquement garantis à 74% par des dollars américains. Et encore, il s'agit du chiffre qu'ils ont bien voulu avouer, après un passage au tribunal. Peut-être que la réalité cache encore autre chose, puisque les comptes de la société devaient être audités par Friedman LLP et que le fameux cabinet comptable s'est dessaisi de l'affaire, ce qui semble signifier qu'il y avait des irrégularités importantes. Quoi qu'il en soit, le jeton Tether, malgré ses apparences d'arnaque et de vulgaires mirages, demeure quasi omniprésent sur les plateformes d'échange crypto du fait de son ancienneté. En outre, la quantité de jetons existants fait qu'il se trouve aujourd'hui, en juillet 2020, à la 3e place du classement par capitalisation des crypto-monnaies. Il s'agit donc d'un outil utile puisqu'il est partout. Cela dit, nous ne pouvons que vous conseiller d'éviter de vous en servir pour stocker de la valeur sur le long terme. Mis à part ce dernier, on trouve des monnaies stables de moindre importance et fonctionnant sur le même principe, mais plus fiables puisque gérées par des sociétés loin d'être aussi douteuses. La première de ces monnaies stables, c'est l'USD Coin ou USDC, proposée par la société Circle, fondée en 2013, et comprenant aujourd'hui des grands noms parmi ses actionnaires, tels que Goldman Sachs. Bon, il faut l'avouer, Goldman Sachs, ça n'est pas exactement un modèle de vertu, mais c'est une société qui reste juste un poil plus crédible que Tether Inc. Et ses nombreuses sociétés écrans. Et puis, contrairement au Tether, l'USDC a été audité avec succès, plusieurs fois, par le cabinet comptable Grant Thornton, également très réputé. En 2018 et en 2019, il a été confirmé que l'USDC était garanti à 100% par de véritables dollars. Dans le même genre, issu par des sociétés américaines régulées et disposant de toutes les autorisations nécessaires, il y a le jeton Paxos Standard, ou PAX, le jeton TrueUSD, ou TUSD, à ne pas confondre avec l'USDT qui est en fait le Tether, et puis le Gemini Dollar, ou GUSD, créé par la plateforme Gemini qui appartient aux frères Winklevoss. Vous connaissez peut-être ce nom si vous connaissez un petit peu l'histoire de Facebook. Les frères Winklevoss, ce sont deux riches américains qui avaient notamment embauché Mark Zuckerberg pour créer un réseau social, une idée qu'il a ensuite reprise et transformée en Facebook. Quoi qu'il en soit, certaines de ces monnaies stables sont également auditées régulièrement par des grands cabinets comptables. Elles sont, dans tous les cas, plus fiables que le Tether qui accumule les scandales tous les jours. Par contre,
elles sont aussi beaucoup moins répandues, ce qui peut poser problème si une plateforme disparaît par exemple. Il existe évidemment plusieurs autres stablecoins centralisées, certaines étant simplement moins répandues que celles que j'ai citées, et d'autres émises par des entités un petit peu moins fiables. Donc si vous souhaitez conserver de l'argent avec des monnaies stables, il vaut mieux faire comme avec vos investissements et ne pas tout mettre dans le même panier. En effet, il est très intéressant de stocker de la valeur sur le long terme avec des stablecoins, particulièrement si vous êtes français. Celles-ci n'étant pas vraiment des monnaies fiduciaires, vos gains en crypto-monnaie ne sont pas taxables si vous vendez par exemple des bitcoins et de l'Ether et que vous les échangez contre des monnaies stables. Avec cette astuce, vous pouvez immobiliser la valeur de vos actifs sans pour autant être taxé. Et évidemment, c'est une chose qui s'applique également aux monnaies stables décentralisées. De manière générale, elles ne sont pas plus ou moins fiables que les monnaies centralisées, mais seulement exposées à des risques différents. Et au niveau fiscal, elles apportent le même bénéfice. En plus, vous pouvez trouver des stablecoins décentralisés sur tout un tas de plateformes centralisées tout à fait classiques, comme par exemple Binance, Coinbase et Kraken. Elles sont donc tout aussi faciles d'accès que les stablecoins centralisés. Nous allons donc en parler à partir de maintenant. Comme vous l'avez vu sur le titre de cette section, nous allons parler des monnaies stables décentralisées qui fonctionnent sur un mécanisme similaire à celui des monnaies stables centralisées. C'est-à-dire que chaque jeton est créé pour être échangé contre un ou plusieurs autres actifs qui servent à garantir la valeur du jeton. Pour faire simple, c'est comme si un prêteur sur gage pouvait imprimer de l'argent. Vous donnez quelques objets de valeur en garantie, et en contrepartie, vous recevez des jetons ayant une valeur déterminée en fonction de la valeur du bien donné. Et une fois que la dette est remboursée dans sa totalité, vous récupérez tous vos actifs. En fait, il s'agit même du premier système de monnaie stable étant apparu. Avant que Tether voie le jour en fin 2014, deux stablecoins décentralisés étaient nés. D'abord, le BitUSD, créé par Dan Larimer et Charles Hoskinson, respectivement connus aujourd'hui pour leur rôle chez EOS et Cardano. Et ensuite, le NuBit, une autre stablecoin sans personnage remarquable derrière. Aujourd'hui, les deux se sont effondrés, du fait de mécanismes mal conçus qui ont laissé ces stablecoins s'éloigner beaucoup trop de la valeur du dollar. Au fil du temps, il y a donc eu plusieurs candidats pour reprendre le flambeau, chacun d'eux ayant eu plus ou moins de succès. Le plus connu aujourd'hui, c'est le système Maker, ce qui signifie fabricant ou créateur. Le Maker, c'est une organisation décentralisée qui est dotée d'un jeton de gouvernance éponyme. Le jeton Maker n'est pas obligatoire pour utiliser le système, il s'agit simplement de l'équivalent d'une part de société qui offre un droit de vote. Le cœur du système, c'est un contrat intelligent avec lequel n'importe qui peut interagir facilement par le biais d'un site internet qui vous permet de créer un coffre virtuel dans lequel vos fonds sont mis à l'abri et verrouillés. Puis, de la monnaie stable vous est envoyée et sa valeur dépend des actifs que vous avez mis dans le coffre virtuel. Par exemple, si vous avez mis 250 $ d'Ethereum dans votre coffre virtuel, vous recevrez environ 100 jetons DAI, chacun valant 1 $. Ce mécanisme vous permet de conserver votre Ether bien au chaud, tout en partant investir ailleurs avec vos DAI. Cependant, il faut savoir qu'il y a la possibilité de voir ces Ethers vendus par le système. En effet, le coffre n'est pas fermé inconditionnellement. Le système peut ouvrir le coffre et vendre ce qu'il y a dedans, si la valeur du contenu a trop baissé. Précisément pour éviter que ça se produise trop souvent, la quantité de monnaie stable prêtée est aussi largement inférieure à la valeur de l'Ether mis en sécurité. Autrement dit, c'est vrai que vous ne recevrez que 100 $ après en avoir prêté 250 en Ether, mais c'est seulement pour s'assurer que vos Ethers restent là où ils sont et éviter un effondrement du système en même temps. Ce système étant relativement simple, il est utilisé par de nombreuses monnaies stables décentralisées. C'est ce qu'on appelle un CDP, pour Collateralized Debt Position, autrement dit, une position de dette collatéralisée. Il faut savoir que malgré la simplicité apparente du système pour les utilisateurs, il existe quelques cas où le fonctionnement change. C'est notamment lorsque le prix des stablecoins issus par le réseau est en dessous d'1 $. Dans ce cas, il peut arriver que le système vende une partie des actifs mis en réserve pour racheter des stablecoins et faire monter le prix jusqu'à 1 $. Et s'il n'y a pas assez d'actifs en réserve pour le faire sans mettre les prêts en danger, alors ce sont les jetons de gouvernance qui sont émis pour payer ce rachat. C'est un mécanisme visant à inciter les détenteurs du jeton de gouvernance à gérer le réseau du mieux qu'ils peuvent, sans quoi ils sont punis. Ce mécanisme n'est pas forcément présent sur tous les réseaux du genre. Il s'agit donc, somme toute, d'un système très pratique, mais avec quelques inconvénients, comme le taux de surcollatéralisation, les frais du service, etc. Quant au risque,
nous les avons évoqués. Ils sont différents de ce que l'on peut rencontrer en utilisant une monnaie stable centralisée. En effet, ces dernières peuvent souvent être gelées à distance si la société qui les fabrique ne vous aime pas. Elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Elles ne sont pas forcément garanties à 100% de leur valeur par des actifs en réserve quelque part, etc. La liste est longue. Dans le cas de systèmes décentralisés, tout cela ne s'applique pas, mais par exemple, elles peuvent quand même disparaître du jour au lendemain en cas de piratage majeur. Ou alors, il peut arriver qu'il y ait un dysfonctionnement du réseau dû à une chute de prix trop brutale de certains actifs. C'est quelque chose que l'on a vu notamment avec le jeudi noir du réseau Maker il y a quelque temps. La chute du prix d'Ether a provoqué un dysfonctionnement du système et des utilisateurs malhonnêtes ont pu racheter des Ethers vendus par le système automatisé pour le modeste prix de 0€. Un petit peu comme si un employé de banque avait accidentellement ouvert le coffre et laissé certains clients se servir dedans. Aujourd'hui, des règles ont été mises en place pour éviter ce genre de catastrophe, donc cela ne devrait pas se reproduire chez Maker. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans toutes les situations où seul le code fait foi, il peut arriver qu'il y ait une défaillance. La finance décentralisée est encore un secteur très jeune et immature, et malgré toutes les compétences des informaticiens qui travaillent dessus, un jour ou l'autre, il finira toujours par y avoir une faille qui échappe à quelqu'un quelque part et qui se retrouve dans un produit fini. Dans le même genre que le Maker, on trouve également le Synthetix et son SUSD, une monnaie stable créée grâce à un prêt. La différence avec le Maker, c'est que le système Synthetix, dont la chaîne est indépendante, ne permettait pas initialement d'utiliser autre chose que sa propre crypto en collatéral, un petit peu comme si le Maker ne permettait que l'utilisation du jeton Maker comme collatéral au lieu de l'Ether. Le problème, c'est que c'est un actif très instable, donc pour avoir une marge de sécurité suffisante et éviter la vente forcée des actifs, qu'on appelle aussi la liquidation, il est obligatoire d'avoir un taux de surcollatéralisation beaucoup plus élevé. Par exemple, alors qu'un système basé sur des actifs plus stables peut demander, mettons, 150% de la valeur empruntée, les prêts dont le seul collatéral est le jeton du réseau peuvent demander 500 ou 800%. Et c'est le cas du Synthetix à l'heure actuelle qui demande 800% de collatéral quand on utilise le SNX comme collatéral. Mais depuis quelque temps, il est aussi possible sur leur système d'utiliser de l'Ether comme collatéral, avec un taux de 150% seulement. Il existe un grand nombre de projets fonctionnant sur ce système, dit de position de dette collatéralisée, et on ne peut pas parler de tous les projets qui existent. Passons donc à la catégorie suivante, similaire mais quand même différente. Pour l'instant, il n'existe qu'une seule monnaie stable dans cette catégorie, et c'est celle du réseau Reserve, qui se traduit assez facilement puisqu'il suffit de prononcer le mot différemment. Au lieu de fonctionner avec un prêt qui doit être remboursé dans sa totalité, ce mécanisme permet de racheter son collatéral comme on le souhaite, fraction par fraction. Un peu comme pour une assurance vie, vous disposez d'une faculté de rachat partiel à tout moment, sans avoir à payer de pénalités ou de frais particuliers. Et dans le cas de Reserve, ce n'est pas le seul avantage. Par exemple, les mécanismes utilisés pour maintenir le prix de la monnaie équivalent à 1$ sont basés sur le principe de la carotte plutôt que celui du bâton comme chez Maker. Et puis, la collatéralisation requise est aussi moins importante, à seulement 100% de la dette, ce qui signifie que vous pouvez emprunter plus d'argent pour le même investissement de base. Enfin, ce protocole dispose également de son propre jeton de gouvernance et il est conçu pour évoluer selon 3 étapes différentes. D'abord, une étape où le réseau est centralisé et où la monnaie stable du réseau est garantie par un nombre réduit de cryptoactifs, qui sont tous des dollars américains jetonisés. Ensuite, une phase dite décentralisée dans laquelle la monnaie stable du réseau sera garantie par un panier d'actifs géré de manière décentralisée, malgré le fait que ce panier demeure stabilisé selon les prix en dollars. Et à terme, une phase dite indépendante, au cours de laquelle la monnaie stable ne sera plus adossée au dollar. L'objectif, c'est de parvenir à long terme à une monnaie qui demeure stable dans le sens où, quelle que soit la date à laquelle on l'utilise et les circonstances, le pouvoir d'achat qu'elle offre demeure le même. C'est donc un mécanisme similaire à celui de Maker, mais avec des ambitions plus grandes sur le long terme. Malheureusement, il n'y a pas que des avantages. Par exemple, il y a moins d'éléments générant des revenus pour les détenteurs de jetons de gouvernance, ce qui pourrait pousser certains à se diriger vers des alternatives plus rémunératrices, comme Maker. Nous allons maintenant observer une dernière catégorie, celle des monnaies stables à masse monétaire variable.
Il s'agit là de ce que les anglophones dénomment Elastic Supply Coins, c'est-à-dire les monnaies dont la quantité totale existante est élastique, conçue pour changer constamment. Il y a déjà eu plusieurs tentatives dans ce domaine, comme le Nubit dont on a parlé au tout début de cette vidéo, qui était l'une des premières stablecoins, ou encore Koala, une ICO ayant échoué à éviter les foudres de la SEC et qui a été contrainte de mettre la clé sous la porte avant même de commencer le travail. Cependant, aujourd'hui en juillet 2020, il y a un exemple de cette catégorie qui fait parler de lui, c'est Ampleforth. Cette monnaie stable dispose d'un mécanisme unique, même au sein de cette catégorie. Alors que la plupart des autres monnaies à masse monétaire variable se contentaient d'inciter les investisseurs à maintenir les prix à un certain niveau, avec Ampleforth, c'est le contrat intelligent au centre du système qui gère tout et qui distribue ou confisque de l'argent aux utilisateurs en fonction du prix des jetons. L'idée est très simple. Chaque jeton Ampleforth doit idéalement avoir exactement la même valeur qu'un dollar de 2019, cette valeur étant comparée au dollar d'aujourd'hui grâce à l'indice des prix de la consommation américain. Pour parvenir à cela, le contrat intelligent est programmé pour vérifier le prix des jetons Ampleforth. Grâce à une source d'information comme Chainlink, il dispose de toutes les données nécessaires pour le vérifier. Si le prix est au-dessus d'un dollar, cela veut dire que la demande est forte et qu'il y a besoin d'un plus grand nombre de jetons. Alors, le contrat intelligent va émettre une transaction qui augmente proportionnellement le nombre de jetons dans les portefeuilles de tous les détenteurs. Cela provoque une diminution du prix et l'unité, qui a tendance à revenir vers 1 dollar de 2019. Cette transaction quotidienne est appelée rebase en anglais ou rebasage en français, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de revenir au niveau de base, 1 dollar de 2019. Et lorsque le prix est en dessous d'un dollar de 2019, le contrat intelligent va émettre une transaction qui confisque des jetons proportionnellement dans les portefeuilles de tous les détenteurs. Avec une raréfaction des jetons, le prix augmente, toujours vers 1 dollar de 2019. Pour vous aider à comprendre, imaginons que le réseau Ampleforth soit composé de 200 jetons à 1 dollar chacun. Il y a d'un côté Jean qui a 100 jetons et de l'autre Hubert qui a 50 jetons, et d'autres gens qui en ont 50 en tout. Si le prix monte à 2 dollars, alors Jean est propriétaire de 100 jetons qui valent 200 dollars, et Hubert est propriétaire de 50 jetons qui valent 100 dollars. Pour revenir vers le prix d'1 dollar par jeton, le système va distribuer de l'argent à tout le monde. Jean aura 200 jetons à 1 dollar chacun pour une valeur de 200 dollars comme avant, et Hubert aura 100 jetons à 1 dollar chacun pour une valeur de 100 dollars comme avant, et ainsi de suite pour les gens qui en ont moins. Vous pouvez donc le constater, le pourcentage du réseau qui est détenu par chaque personne ne change pas. La seule chose qui change, c'est la quantité de jetons dont ils sont propriétaires et leur prix. Lorsque le prix est à 1 dollar, Jean est propriétaire de 50% de la valeur de l'ensemble des jetons AMPL, et c'était exactement pareil lorsque le jeton valait 2 dollars. En pratique, ça ne fonctionne pas 100% comme ça, puisque c'est un petit peu plus lent. Pour éviter d'avoir des mouvements trop brusques, le contrat intelligent ne peut pas augmenter trop vite la quantité de jetons existants, raison pour laquelle cela fait plus d'un mois que le prix du jeton est au-dessus d'1 dollar par jeton. C'est donc un mécanisme extrêmement intéressant pour conserver de la valeur sur le temps, à partir du moment où le réseau est suffisamment populaire et par conséquent stable. Notamment parce qu'Ampleforth est basé sur 1 dollar de 2019 et pas 1 dollar tout court. Autrement dit, il est théoriquement immunisé à l'effet de l'inflation. Mais Ampleforth n'est pas une crypto-monnaie parfaite et il y a quelques inconvénients. D'abord, il est très important de savoir qu'il s'agit d'une crypto-monnaie dont l'équipe est propriétaire d'un énorme pourcentage, plus ou moins la moitié directement ou indirectement, et qu'un autre pourcentage assez large est aujourd'hui la propriété d'un grand nombre de fonds d'investissement. Tous ces jetons ne sont pour l'instant pas comptés dans la capitalisation d'Ampleforth, et lorsqu'ils seront mis sur le marché, il est possible que le prix s'écroule. Le deuxième problème, c'est qu'Ampleforth n'est pas du tout décentralisé. La fondation Ampleforth dispose encore à l'heure actuelle des clés du contrat intelligent et peut donc arrêter les distributions quotidiennes sans avertissement préalable ou immobiliser de force les jetons AMPL en circulation. Enfin, le dernier et plus gros problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent tout simplement pas comment ça fonctionne et que certains semblent simplement croire qu'il s'agit d'une machine à imprimer de l'argent magique. Ces personnes-là n'ont pas compris qu'un jour, s'il y a un crash du prix, leurs jetons seront confisqués, ils disparaîtront de leur portefeuille. Et lorsque ça arrivera, leurs pertes seront doubles. Non seulement le prix du jeton sera inférieur,
mais en plus, la quantité de jetons dont ils seront propriétaires réduira. Ampleforth est donc très clairement une épée à double tranchant si on le considère comme un investissement. Et après une multiplication par plus de 50 en un mois de la capitalisation totale de cette crypto, il peut être dangereux d'acheter maintenant. Nous ne pouvons donc que vous conseiller de vous en servir une fois que la capitalisation aura baissé un peu, ou à défaut, lorsqu'elle aura trouvé un plateau. Avec Ampleforth, nous avons donc vu le dernier type de monnaie stable actuellement présent sur le marché. Il ne s'agit pas forcément des seules catégories de mécanismes possibles. Nous verrons peut-être arriver dans le futur d'autres crypto-monnaies hybrides ou bien des systèmes entièrement nouveaux. Si vous trouvez quelque chose dans le genre, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et comme c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt. On se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo.